Madame, Monsieur, bonsoir. Les événements se précipitent pour cette dernière semaine de la campagne pour les élections législatives. Le président de la République doit intervenir à 20 h, très exactement, ce soir sur France 2. Nous l'écouterons et ensuite, bien entendu, nous écouterons les réactions des principaux leaders politiques français et plus spécialement celle de Monsieur Lionel Jospin. Monsieur Jospin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre invité ce soir. Vous allez avec nous écouter le président de la République. Nous vous demanderons ensuite de réagir et puis nous développerons également avec vous, plus longuement cette fois-ci, les thèmes de cette dernière semaine de la campagne électorale. À tout de suite. Donc, en attendant, l'autre grand événement de la journée, c'est la signature à Paris par les membres de l'OTAN et de la Russie d'un accord historique qui met un terme réel à 50 années de guerre froide. Les membres de l'organisation militaire de l'OTAN, l'Europe occidentale plus les États-Unis, vont donc coopérer avec le président Boris Eltsine, présent à Paris, ainsi que Bill Clinton. Gilles Rabin, Franck Brisset. Ils peuvent sourire malgré les difficultés d'ordre politique ou de santé qu'ils connaissent, chacun de leur côté, car ils s'apprêtent à signer l'accord impossible obtenu après de longs mois d'âpres négociations, un vrai partenariat entre deux adversaires d'hier, l'OTAN et la Russie. Il y a des moments où l'histoire marque une pause pour s'engager sur une voie nouvelle. Il y a des moments où se joue le devenir des peuples, et ceci pour plusieurs générations. Ce sommet est l'un de ces rendez-vous que l'histoire se donne à elle-même. Aujourd'hui, nous bâtissons la paix. Le paradoxe de l'histoire, c'est que l'OTAN, un bouclier militaire conçu à sa naissance en 1949 pour contenir la menace soviétique, n'a eu à tirer ni un coup de canon ni même un coup de fusil pendant les 40 années de la guerre froide. Et pendant que l'Union soviétique se ruinait en surarmement, la sécurité et le confort du bouclier de l'OTAN permettaient la réconciliation franco-allemande, la construction de l'Union européenne et la prospérité de l'Europe occidentale. Boris Yeltsin, qui condamne toujours l'élargissement de l'OTAN à l'Est, ne signe pourtant pas cet accord à contre-cœur. Il a compris qu'il s'agissait d'un outil de paix et décidé de profiter du climat de confiance pour faire une annonce inattendue et spectaculaire. Toutes les armes que nous avons qui sont orientées contre les pays ici présents seront démantelées. Les ogives seront démantelées. Vous m'avez bien compris. Si les 16 autres chefs d'État le prenaient au mot, c'est l'essentiel de l'arsenal nucléaire russe qui disparaîtrait. Sans doute Boris Yeltsin a-t-il voulu faire acte de bonne volonté et montrer qu'une page d'histoire se tournait entre l'Est et l'Ouest. Le président de la République, Jacques Chirac, était donc appelé aujourd'hui à une réception diplomatique qui a duré une bonne partie de la journée, avant de se replonger ce soir donc dans la campagne, puisqu'il doit, je vous l'ai déjà dit, s'exprimer dans quelques minutes à peine maintenant. Alain Juppé, de son côté, qui ne briguera pas, on le sait maintenant, un nouveau mandat de Premier ministre, quel que soit le résultat de dimanche prochain, 1er juin, poursuit tout de même sa série de réunions publiques pour tenter de sauver une situation très délicate pour la majorité sortante. Alain Juppé était aujourd'hui dans la région d'Avignon, dans le sud-est du pays. Carole Comon, Emmanuel Beck. L'accueil des militants se voulait aujourd'hui particulièrement chaleureux. Au lendemain de sa décision de quitter Matignon, quels que soient les résultats du 1er juin, Alain Juppé effectuait aujourd'hui son dernier déplacement de campagne en province. Merci beaucoup pour tout. Merci. Le soutien des militants dans ce qu'Alain Juppé a reconnu aujourd'hui être un moment rude, même si certains des participants à ce déjeuner champêtre disent approuver la décision du Premier ministre. Vu les résultats des élections de ce week-end, je pense qu'il a pris une très bonne décision. Un Premier ministre déterminé à poursuivre le combat. Dans son discours, Alain Juppé a une nouvelle fois fustigé les socialistes, et notamment Lionel Jospin, Jack Lang ou Laurent Fabius. C'est pas une couvée de l'année tout cela. C'est le retour de la génération Mitterrand. Et c'est avec ça qu'on nous propose de faire du nouveau demain. Comment les Français peuvent-ils se laisser tromper à ces apparences, s'ils veulent vraiment du changement? Des attaques contre les socialistes, mais aussi un appel à la mobilisation derrière Jacques Chirac, qui, dit-il, a pu subir depuis 2 ans le contre-coup des erreurs de son Premier ministre. La décision d'Alain Juppé ne changera rien au déroulement de cette fin de campagne. Il entend bien conduire la majorité jusqu'au second tour, même s'il est impossible de prévoir l'effet que peut avoir l'annonce de son départ de Matignon en pleine bataille.
Voilà donc dans moins de 2 minutes maintenant, intervention du chef de l'État au cours de cette dernière semaine de la campagne électorale pour les élections législatives. Tout de suite après le discours, je vous l'ai déjà dit, de M. Jacques Chirac, réaction des principaux leaders politiques. Certains sont déjà en ligne avec nous, comme M. Madeleine ou encore M. Jean-Marie Le Pen. Il y aura également M. Jean-Louis Debré. Nous verrons également Mme Dominique Voynet. Il y aura également, et c'est notre invité ce soir, M. Lionel Jospin, qui réagira aux propos du chef de l'État et puis ensuite qui interviendra sur ses principaux thèmes de campagne pour cette dernière semaine. Ce n'est pas la première fois qu'un chef de l'État intervient au beau milieu de la campagne législative. Arlette Chabot, c'est déjà arrivé, M. François Mitterrand, Georges Pompidou et le général de Gaulle. Oui, effectivement. L'intervention, tu t'en souviens, c'était la fameuse formule du bon choix de Valéry Giscard d'Estaing. C'était en 1978 et généralement avant le second tour ou même avant le premier tour de l'élection, des élections législatives, les présidents intervenaient pour dramatiser les choix qui sont proposés aux Français. Alors il faut dire qu'au fond, Jacques Chirac est déjà intervenu dans cette campagne le 21 avril, d'abord pour annoncer la dissolution et proposer un nouvel élan aux Français, du temps pour faire des réformes et pour permettre dans de bonnes conditions l'entrée dans l'Europe. Le président ensuite s'est adressé aux Français au travers de journaux régionaux, c'était au début du mois de mai. Là c'était l'élan partagé et une mise en garde contre le programme du Parti socialiste. Et puis il y a tout juste une semaine, eh bien, le président de la République, avant de rencontrer le chancelier Kohl, là avait mis en garde contre une cohabitation. La France, avait-il dit, doit parler d'une seule voix et d'une voix forte. Donc ce soir ce serait la 4e intervention, donc en quelque sorte du président, mais un vrai engagement cette fois. Un mot seulement, ces interventions sont souvent contestées par ceux qui sont dans l'opposition. Elles étaient contestées. On se souvient que François Mitterrand, effectivement intervenant, avait été contesté par François Léotard. Aujourd'hui, on est dans ce cas de figure. Visiblement, dans l'opposition, on accepte l'intervention du chef de l'État. Voilà donc, dans moins de 3 secondes maintenant, nous écoutons le président de la République, Jacques Chirac. Mes chers compatriotes, demain, je réunirai pour la dernière fois le gouvernement d'Alain Juppé. Ce gouvernement a bien travaillé, avec abnégation et courage. Il a porté l'effort nécessaire au redressement de la France, et ce n'était pas facile. Je tiens à rendre un hommage particulier au Premier ministre pour son action et pour son caractère. Et le jour viendra, je n'en doute pas, où les Français me rejoindront dans ce jugement. Dimanche dernier, j'ai bien entendu votre message. Dimanche prochain, vous allez désigner une nouvelle majorité pour 5 ans. Ce choix va peser sur notre avenir. Vous savez, trop longtemps, notre pays a repoussé les adaptations indispensables. Nous avons pris du retard et ce retard nous a coûté cher en emploi, en impôts, en dettes, en illusions aussi. Puis, la France s'est ressaisie. Les choses ont été remises en ordre, mais la situation reste fragile. Prenons garde de ne pas tout compromettre au moment où nous recueillons les premiers fruits de nos efforts. Pouvez-vous, mes chers compatriotes, au regard des enjeux, prendre le risque de vous abstenir? Souhaitez-vous remettre en selle les idées socialistes d'hier? Pour ma part, je vous engage à choisir une autre voie. Une voie moderne et humaine qui serve mieux les chances et les intérêts de la France. Les grands choix se font toujours sur des idées simples. Dans 5 ans, il faut que la France soit devenue une grande nation moderne. Et nous en avons aujourd'hui les moyens. Pour cela, il faut une politique claire. Une économie d'initiative et de liberté. Un État plus efficace et plus décentralisé. Un modèle social rénové, nous garantissant contre les effets de la mondialisation.
Pour réussir la nouvelle étape qui commence, la France doit relever 3 grands défis. D'abord, inventer une nouvelle méthode de gouvernement, plus proche des Français, à l'écoute de leurs attentes et de leurs difficultés que je connais bien. Cette méthode passe par davantage de dialogue. Elle repose sur un État qui fait respecter son autorité et qui assure pleinement ses missions essentielles. L'égalité des chances et la réussite de chacun par l'éducation et la formation, le soutien aux familles, la justice, la sécurité des personnes et des biens, l'ordre républicain doivent évidemment être au cœur de nos priorités. Cette méthode exige aussi une démocratie modernisée qui fasse toute sa place à la morale publique et qui mette fin au cumul des mandats ou des fonctions, ce qui est le meilleur moyen de renouveler profondément la vie politique française. Ensuite, nous devons concilier la liberté, qui est l'oxygène de la santé économique, et la solidarité. Solidarité entre les générations et protection des plus faibles. La croissance forte, qui est aujourd'hui à notre portée, profitera à tout le monde. Et pour qu'il y ait croissance forte, ce qui est naturellement le meilleur moyen de créer les emplois nécessaires, il faut abaisser les impôts et les charges au niveau de ceux des autres pays européens. C'est ainsi que l'on récompensera le travail et l'effort, c'est ainsi que l'on encouragera les Français. Je souhaite enfin que la majorité que vous allez désigner ne prenne pas le risque de fragiliser la construction européenne. J'ajoute que l'Europe doit maintenant se donner l'ambition sociale que les Européens attendent. La France, demain, devra être forte, cohérente et déterminée pour défendre ses intérêts dans les grandes négociations qui sont en cours actuellement. Mes chers compatriotes, ne cherchons pas ailleurs notre modèle français. Il est depuis 2 siècles dans la devise de la République. Rien sans liberté, rien sans égalité, rien sans fraternité. J'ai voulu, en provoquant des élections, ressaisir l'énergie nationale pour entraîner et pour convaincre, pour donner à la nation une force qui s'échappait. Ce projet, qui dessinera le visage de la France de l'an 2000, je vous le confie, c'est votre choix qui le fera vivre. C'est à chacune et à chacun d'entre vous que je fais appel. Je vous invite à vous rassembler le plus largement possible pour construire une société d'initiative et de responsabilité. Mes chers compatriotes, votre avenir, l'avenir de vos enfants, est entre vos mains. Vive la République et vive la France. Voilà donc pour l'intervention du chef de l'État. Tout de suite, Arlette Chabot, un premier commentaire, donc, appel à une mobilisation. Oui, c'est cela. Si vous voulez, si de fait le président de la République est au fond chef de campagne depuis hier, c'est-à-dire depuis le départ d'Alain Juppé, auquel d'ailleurs le chef de l'État ce soir rend un hommage appuyé, ainsi qu'au gouvernement qui se réunira pour la dernière fois demain. Donc même si Jacques Chirac est chef de campagne, au fond ce soir il a essayé d'avoir un ton présidentiel, hein, même c'est vrai si il invite les électeurs à se mobiliser.
notamment évidemment sous-entendu ceux de la majorité, même s'il condamne le retour au passé, le socialisme, les vieilles idées, il s'est efforcé ce soir, il a même défini un vrai projet. Le projet tient en fait en plusieurs lignes. D'abord, c'est une société qui mêle initiative et liberté. C'est un État plus efficace et c'est un modèle social rénové. Le président souligne qu'il y a au fond pour demain et pour la France 3 défis à relever. C'est une nouvelle méthode de gouvernement, sans doute plus proche des gens, une démocratie renouvelée. C'est donc la solidarité. Et puis, bien sûr, l'autre défi, c'est la construction européenne. Donc, le président, ce soir, si vous voulez, a voulu définir un projet, quel que soit le Premier ministre demain. On comprend bien que les axes de gouvernement, elles sont là. La ligne, c'est donc, encore une fois, initiative, responsabilité. Le président s'est efforcé donc moins de dramatiser que de rassembler les Français sur son projet. Merci Arlette. Nous nous retrouverons tout à l'heure pour questionner Lionel Jospin. En attendant donc, première réaction tout de suite des principaux leaders politiques français que vous voyez s'afficher sur votre écran. On va commencer avec vous, Monsieur Madeleine. Monsieur Madeleine, bonsoir. Bonsoir. Bien, Monsieur Madeleine, vous avez entendu Jacques Chirac. C'est le nouveau chef de campagne de la majorité sortante, Jacques Chirac, ce soir. Non, je crois qu'il est dans sa mission de président de la République et je viens de fixer les axes forts du modèle français pour réussir l'avenir. Et maintenant, notre tâche est claire, rassembler le plus largement possible pour donner au président de la République la majorité qui nous permettra, nous tous les Français, de réussir cet avenir. Alors, Monsieur Jacques Chirac, ce soir, a présenté un discours présidentiel. Il n'a pas vraiment appuyé sa majorité. Il n'a pas employé les mots majorité sortante. Cette société dont il nous parle, c'est la société que vous voulez, société libérale, mais il a parlé également de l'État très présent. Cela me va tout à fait. C'est une société d'initiative et de responsabilité, parce qu'on a besoin de l'initiative, de la responsabilité, de la liberté pour créer des emplois. On a besoin de la liberté d'entreprise, de la liberté du travail pour remettre en marche la machine à créer des emplois, élargir le nombre de places disponibles et refaire fonctionner notre vieil ascenseur social républicain qui est aujourd'hui en panne. Mais il a eu raison de rappeler, je ne dis pas autre chose, que la voie française, c'est la voie qui tient toujours dans notre devise de la République. La liberté, bien sûr, mais aussi l'égalité, l'égalité des chances, l'égalité devant la loi et la fraternité, c'est-à-dire un système qui assure chacun des sécurités sociales essentielles et qui ne laisse personne au bord du chemin. Voilà de quoi redonner de l'élan à toutes celles et à tous ceux qui veulent effectivement réussir l'avenir. Merci Monsieur Madeleine. Monsieur Debré, vous êtes en direct avec nous du ministère de l'Intérieur. Monsieur Debré, bonsoir. Bonsoir. Bien, le chef de l'État a parlé d'une force qui s'échappait et qui l'avait obligé d'une certaine façon à provoquer ces élections anticipées. C'était quoi cette force qui manquait et qui ne manquera plus normalement d'après ce qu'il vient de dire? Moi, ce qui est important de retenir de l'intervention du chef de l'État, c'est qu'il a fait l'intervention claire, précise et concrète. Et qu'il a montré aux Français que la France que nous aimons doit être une France ferme, respect de la loi, respect de l'autorité, que ce soit une France solidaire, et il a parlé de l'aide aux familles, c'est une France rénovée, et notamment, et c'est très important, cette baisse des charges sociales et fiscales qui pèsent sur les commerçants, les artisans, les professions libérales, doivent baisser, et il a appelé à la responsabilité des acteurs de la vie politique et responsabilité des Français. Alors, il a voulu montrer aux Français que dans la nouvelle étape qui attendait la France, face à ces défis, il fallait se rassembler et non pas se disperser. Et il rassemble les Français autour des objectifs qui sont les objectifs qui ont fait la force de notre pays dans le passé lorsqu'elle les a suivis. Il a parlé, Monsieur Debré, des 5 ans à venir, de la nécessaire mobilisation, de l'unité du gouvernement de la France. Ça veut dire qu'il se prononce d'une certaine façon contre une éventuelle cohabitation. Oui, mais je crois qu'au moment où il y a tant de problèmes qui se posent à la France, à un moment où la France sort de ces difficultés, je crois que la cohabitation serait une mauvaise solution. Il faut à la France un rassemblement et une unité pour continuer l'effort qui a été entrepris depuis 2 ans. Merci Monsieur Debré. Monsieur Le Pen, bonsoir. Bonsoir monsieur. Bien, alors, je ne vais pas vous demander si vous avez été convaincu par les propos de Monsieur Jacques Chirac. Ce qui m'a semblé le plus original dans la déclaration de M. Chirac, c'est le compliment en forme d'éloge funèbre pour un ami abandonné qu'il a prononcé en faveur de son ancien directeur de cabinet,
Juppé. Pour ce qui touche à la politique, je pense que le président a certainement voulu être le plus neutre et le plus plat possible. En tous les cas, dans ce domaine, il y a réussi. Je pense qu'il a voulu ménager la chèvre et le chou et qu'il est déjà dans sa tête, dans la cohabitation qu'il voit venir de façon inéluctable avec M. Jospin et son gouvernement socialo-communiste. À votre avis, M. Le Pen, pourquoi est-il intervenu dans cette campagne? Il avait envie de peser sur la campagne. Quelle bonne question, M. Bilalian. Je me le demande, parce que s'il a eu pour objectif de renforcer son ancienne majorité, il n'a certainement pas réussi. Vous pensez qu'il n'y aura pas d'impact après cette déclaration? C'est pour ça que je pense qu'il est déjà dans la majorité suivante. Vous pensez qu'il n'y aura pas d'impact après cette déclaration? Je ne crois pas. Ou un impact négatif. Est-ce que ça va changer quelque chose dans votre décision de savoir si vous allez plutôt appeler à soutenir les candidats à majorité que de l'opposition? Je vous dirai ça jeudi soir au Palais des Sports, dans un long discours où je pourrai m'apporter un certain nombre d'informations et de nuances. Merci, Monsieur Le Pen. Dominique Voynet qui est en direct avec nous de Besançon, c'est ça Dominique Voynet? C'est ça. Bien. Alors Madame Voynet, tout à l'heure dans son intervention, le chef de l'État, j'en ai déjà parlé avec Jean-Louis Debré, n'avait pas l'air d'être très chaud pour une cohabitation. Il plaidait pour une unité du gouvernement et du président pour les 5 ans à venir. Est-ce que cette éventuelle cohabitation dont on parle, est-ce qu'elle doit lui faire peur? Est-ce qu'elle vous fait peur? Je comprends que le président de la République ne la souhaite pas. Il n'y a pas de surprise dans cette intervention. Le président appelle à voter pour les candidats de son camp. C'est finalement bien normal et tout à fait attendu. Simplement, je crois qu'on est là devant une sorte de non-événement. Dans une pièce en 3 actes qui avait commencé par une dissolution qui devait permettre de rénover la vie politique et de débattre des grands enjeux européens. Coup de théâtre hier avec l'annonce d'une démission anticipée du Premier ministre. La prestation présidentielle d'hier n'apportant finalement pas grand-chose. C'est une sorte de pot pourri des meilleurs tubes de Jacques Chirac lors des dernières campagnes qu'il a menées. On ne peut être que d'accord avec les idées générales qu'il a énoncées. Bien sûr, être plus proche des préoccupations des gens, tout le monde est pour. Concilier liberté et solidarité, tout le monde est pour. Simplement, depuis des années, les actes de Jacques Chirac et de ses amis démentent constamment ces discours. Est-ce que vous pensez, Dominique Voynet, une question encore, est-ce que vous pensez que, on parlait de l'impact avec M. Le Pen à l'instant, est-ce que vous pensez que ce type d'intervention, d'abord est-ce que vous la contestez et deuxièmement est-ce que vous pensez qu'elle peut avoir un impact malgré tout? Moi je crois qu'elle peut choquer les Français. Comment le président hostile leur parlait de justice alors que ses amis mettent tous les jours des bâtons dans les roues des juges qui tentent de faire leur travail? Comment peut-il leur parler de justice sociale alors que les retraites par capitalisation, l'alourdissement des prélèvements obligatoires qui touchent les plus fragiles, le démantèlement des services publics sont en train de la mettre en péril? Comment peut-il leur parler de baisse des charges alors que nous souffrons tous les jours d'un alourdissement des prélèvements justifié par des politiques de gaspillage somptuaire au niveau de l'État? Je crois que les Français ne sont pas à prendre pour des simplets ce soir, d'autant plus qu'ils attendaient peut-être que le président leur parle de l'Europe, ce qu'il n'a pas fait. Cette dissolution était, semble-t-il, au départ justifiée par les rendez-vous européens, puis aujourd'hui on nous dit qu'il s'agissait simplement de nous donner un petit coup de fouet. Ben oui, Monsieur Chirac, on va vous le donner, le petit coup de fouet, en vous disant que nous souhaitons changer de majorité. Merci beaucoup, Dominique Voynet. Juste un tout petit retour vers M. Madeleine, s'il m'entend encore. Monsieur Madeleine, un mot sur l'impact d'une déclaration comme celle de M. Jacques Chirac ce soir, très rapidement. Et je pense que les Français avaient envie de bien être sûrs qu'ils seront gouvernés, je dirais un peu autrement. Écouter, et pas seulement écouter avec ses oreilles, comprendre aussi avec son cœur, convaincre et entraîner, voilà qui peut redonner de l'élan à la France. Merci messieurs, merci madame. En cas de victoire de la majorité sortante, le président de la République a maintenant l'obligation de trouver, donc, on en parlait tout à l'heure, un successeur à M. Alain Juppé. Les noms les plus évoqués sont ceux de messieurs Balladur et surtout Philippe Séguin, qui est actuellement en campagne chez lui à Épinal, dans les Vosges, pour tenter de conserver son siège de député. Reportage Stéphane Magnier, Jean-Marc Sursin. Elle n'est pas si endormie qu'il paraît, la ville d'Épinal. Le stade nautique, en plein centre, rappelle que pour la conquérir, il faut parfois savoir se jouer des remous.
comme le fait l'adversaire de Philippe Séguin en visitant les quartiers difficiles. Personne ne lui donnait une chance de mettre Philippe Séguin en ballottage il y a un mois. Le voilà devenu le Cendrillon du scrutin et il n'hésite pas à mordre. Tout licenciement abusif économique aujourd'hui d'une entreprise qui gagne de l'argent, qui est sanctionné au prud'homme, est permis grâce à la loi Séguin de 87. Ça, il faut que ça se sache, c'est un acte de gouvernement. Les hommes sont respectables. Je veux dire, lui, il est professionnel de la politique, il est énarque, il est tout à fait respectable en tant qu'homme. Le programme qu'il a appliqué lorsqu'il était au gouvernement est un programme complètement libéral. Libéral veut dire jungle économique. Dans le même quartier, une demi-heure plus tard, Philippe Séguin sort ses arguments massue. Les équipements collectifs, les écoles et les emplois qu'il a permis de développer comme maire d'Épinal et député sortant. Être un homme politique de stature nationale, c'est un atout ou un handicap? Je suis de stature nationale, c'est-à-dire je suis un homme politique, mais ici je suis le maire. J'assume. Est-ce que les habitants d'Épinal sont plutôt fiers à l'idée que leur maire soit un jour Premier ministre? C'est pas me piéger avec des méthodes aussi infantiles. Quoi qu'il arrive, Philippe Séguin ne dévoilera rien de ses intentions avant le soir du deuxième tour. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une réélection ici avec un score confortable l'aidera beaucoup dans son destin, qu'il soit national ou pas. Le Front National, qui est en position d'arbitre dans de nombreuses circonscriptions, a déjà décidé aujourd'hui d'appeler ses électeurs à voter contre messieurs Jacques Toubon et Tibéri à Paris. Parmi les espoirs de siège pour le Front National, celui de Mantes-la-Jolie, où se présente une des filles de Jean-Marie Le Pen. Reportage, Jeff Wittenberg. On a beau le retourner dans tous les sens, un mauvais chiffre ne se conteste pas, une poussée du Front National non plus. 5% de progression. Pas mal, hein? Pierre Bédier, c'est un peu l'exemple de la génération Chirac, ces jeunes députés du RPR élus pour la première fois en 93 et qui risquent aujourd'hui de perdre leur fauteuil. On s'est fait plaisir au premier tour, on a voulu me faire mal, j'ai entendu le message, j'ai pris une bonne baffe. Eh bien, je pense qu'au deuxième tour, tous ceux qui ont voulu me donner cette baffe seront derrière moi. Mon petit programme. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Pour Marie-Caroline Le Pen, Pierre Bédier n'existe même plus dans cette élection. Arrivée légèrement en tête du premier tour, la candidate du FN se retrouve dans l'une des triangulaires les plus prometteuses pour l'extrême droite. Son père viendra la soutenir dans la semaine. Aujourd'hui, elle prétend être la seule capable de battre la gauche. Son appel s'adresse aux électeurs de la majorité. Il y a des électeurs qui ont voté pour M. Bédier, mais qui ont une conscience politique et qui moralement vont peut-être avoir du mal et à aller voter pour la gauche et pour cause, et à voter pour M. Bédier qui est arrivé en dessous de moi. Donc raisonnablement, pour barrer la gauche, il faut voter pour moi. Car Mantes-la-Jolie, comme toute la France, a donné un bonus surprise aux socialistes. Là où l'on attendait un duel droite-extrême droite, la candidate PS, Annette Peulvast, pourrait mettre tout le monde d'accord. Pas question pour elle en tout cas de s'effacer. S'il y avait eu vraiment danger, ça voulait dire qu'il y avait Madame Le Pen très en tête, Monsieur Bédier derrière et moi-même très loin derrière. Or, on s'aperçoit que je fais près de 25%, Monsieur Bédier fait un peu plus de 26% et Madame Le Pen fait 28%. C'est-à-dire que nous sommes dans un mouchoir de poche et là, tout est jouable. Plus d'un tiers des électeurs se sont abstenus dimanche dernier à Mantes-la-Jolie. Ici aussi, ce sont peut-être eux qui détiennent la clé du scrutin. Le Parti socialiste, comme la majorité d'ailleurs sortante, ont décidé de maintenir leur candidat dans toutes les triangulaires opposant gauche, droite et Front National, exception pour le Parti socialiste, exception faite de Dreux, où se présente Marie-France Tirbois et où la candidate socialiste est arrivée en 3e position derrière le député sortant RPR, M. Hamel. Un mot de la bourse, elle est remontée aujourd'hui de 0,9% après une baisse de près de 4% hier, influencée par les résultats du premier tour, sans aucun doute. Et puis justement, à propos des résultats du premier tour, vous avez été nombreux à nous demander comment, avec un pourcentage de voix inférieur à d'autres, certains partis pouvaient espérer plus de sièges. C'est la règle du scrutin majoritaire et du découpage. Il n'existe qu'un seul système qui garantirait à chacun exactement le nombre de sièges correspondant à son nombre de voix, c'est le système proportionnel, mais il n'est pas appliqué en ce moment en France à l'occasion d'élections législatives. Explication, Olivier Caroff. Monsieur Hubert. Avec un peu moins de 10% des voix, les communistes peuvent, selon les sondages, obtenir une vingtaine de députés dimanche prochain. Je ne touche pas l'enveloppe, par contre. En revanche, avec près de 15% des voix au premier tour, le Front National pourrait compter au mieux 3 députés, selon les projections en sièges calculées par les instituts.
Mais l'injustice n'est qu'apparente. Le découpage des circonscriptions, souvent accusé de tous les maux, n'a joué qu'un rôle marginal. Il date de la première cohabitation. Charles Pasqua avait surtout veillé à ne pas avantager la gauche. Alors, comment sont répartis ces 577 sièges? Les chercheurs en sciences politiques ont une réponse. 15% des voix, c'est nécessaire, mais ça n'est pas suffisant. Il est clair qu'il faut en outre être inclus dans une alliance à capacité majoritaire. Et ça, c'est la même règle pour tous les partis. Et c'est la même règle pour tous les partis. Jusqu'ici, les Verts, par exemple, n'avaient jamais intégré une coalition. Pour la première fois cette année, les Verts sont membres d'une coalition sous l'égide du Parti socialiste, la coalition de gauche. Ils auront des députés, c'est clair. Alors que les Verts ont réuni moins de 7% des voix dimanche dernier. Une preuve que le Front National est victime du scrutin majoritaire, mais aussi de sa propre stratégie, seul contre tous les autres. Bien, nous attendons d'un instant la dernière réaction au propos de M. Jacques Chirac, à savoir celle de Robert Rue, du Parti communiste français, mais nous ne l'avons pas pour le moment. Bien, alors M. Jospin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ce soir notre invité. La réaction qu'on attend bien avant tout le monde, c'est la vôtre. Vous avez entendu le Président de la République s'exprimer tout à l'heure. Première réaction à son propos? J'ai eu l'impression qu'il se méprenait sur le sens de l'élection qui vient d'avoir lieu au premier tour. Il a parlé d'un message qu'il avait compris. Je ne pense qu'il n'a pas tout à fait saisi qu'il s'agissait en réalité, de la part des Français, d'un choix qu'ils étaient en train de faire et qu'ils ne pouvaient faire qu'en 2 fois, puisque notre mode de scrutin, vous l'avez rappelé, est un scrutin majoritaire à 2 tours. Ce qui m'a surtout frappé, au-delà des généralités qu'il a exprimées, dont certaines reprises un peu de nos thèmes de campagne, mais enfin ça... Les RPR et l'UDF nous y ont habitués pendant cette élection. C'est une phrase que j'ai trouvée extrêmement frappante et qui est peut-être la vérité de la situation politique face à laquelle se trouve l'ancienne majorité. Il a dit à un moment, j'ai fait cette dissolution pour ressaisir l'énergie nationale, pour donner à la nation une force qui s'échappait. Absolument. Et j'ai trouvé que c'était un incroyable aveu. Vous l'avez interprété comment? Je l'ai interprété comme s'il ressentait lui-même cette perte de substance, un peu comme quelque chose qui s'écoule, comme un sang qui s'écoule, comme une perte d'énergie, et ça m'a paru être sur les 2 ans d'un septennat, d'une majorité sous le gouvernement Juppé, à partir de promesses qui étaient celles justement de donner un élan, de l'énergie, comme un formidable aveu d'échec, et c'est ce qui explique, à mon sens, le choix que les Français sont en train de faire. Il ne vous a pas oublié non plus quand même, en disant que, éventuellement, si vous étiez élu, vous compromettiez l'avenir, que le PS c'était le passé avec ses alliés? Ça fait partie de l'exercice convenu. Donc j'ai essayé de tirer de cette intervention ce qui me paraissait être l'élément le plus révélateur. Il est quand même revenu sur l'essentiel de ce qui est le programme de la majorité sortante, à savoir l'allègement des charges, la baisse des impôts, autant de projets sur lesquels vous n'êtes pas d'accord. Autant de constats que je dois faire de façon divergente, puisque ça manque un peu de crédibilité à partir du moment où les prélèvements obligatoires ont atteint un record sous le gouvernement Juppé. Et donc on est un petit peu fondé à accueillir ces promesses avec scepticisme. Alors quand même, dans ce qu'a dit Jacques Chirac, dans le projet qu'il définit, il y a une phrase, un modèle social rénové, nous garantissons contre les effets de la mondialisation. Est-ce que ce n'est pas une phrase ou une affirmation à laquelle vous pourriez souscrire? Oui, comme un certain nombre de généralités qui ont été exprimées, je crois que Dominique Voynet y a dit il y a un instant. C'est pourquoi il faut aller au-delà des mots, et c'est pourquoi je pense aussi que, en réalité, au-delà de cette intervention qui a été faite, à laquelle nous pouvons réagir, que nous ne contestons pas, même si c'est la 4e, je crois, vous l'avez souligné tout à l'heure, l'élection au 2e tour doit se faire sur ce qui est essentiel. Le président de la République n'est pas en cause dans cette affaire. Et on comprend qu'il puisse avoir envie de venir sur le terrain pour donner un coup de pouce à une équipe en tant qu'arbitre, mais il ne peut pas la remplacer sur le terrain. Donc cette question, elle reste dans les mains des Français. Et c'est les Français, fondamentalement, qui vont trancher dans le 2e tour. Nous, c'est pourquoi nous poursuivons une campagne qui est une campagne de proposition. Parce que sinon, on va rester jusqu'à vendredi, pratiquement, sur des histoires. Le Premier ministre s'en va, pourquoi? Le Président de la République intervient. Qui pourrait remplacer le Premier ministre à droite? Vous comprenez bien qu'on est en train de dérober pour des questions
quand même un petit peu politicienne, si vous voulez, ou secondaire. On est en train de dérober le choix des Français. Alors justement, et c'est peut-être sur les éléments de ce choix que je me nourris de votre réponse. Vous n'avez pas le sentiment ce soir, M. Jospin, d'avoir en vous, face à vous, un nouveau chef de campagne, après le départ de M. Juppé. Vous n'êtes pas face à Jacques Chirac ce soir? Non, il ne peut pas l'être, comme je l'ai dit il y a un instant. Il peut donner un coup de pouce, mais il ne peut pas jouer la partie sur le terrain. Le président de la République, dans la Constitution française, n'a même pas le droit de venir au Parlement. C'est bien une façon de montrer que l'élection ne le concerne pas directement, il ne sera pas en cause. L'idée du changement et les thèmes qu'il a développés, repris dans une certaine mesure de nos propositions, dans une certaine mesure comme un écho assourdi de ces thèmes de campagne en 1995, c'était, voilà, derrière lui. C'était derrière nous, c'était pendant les 2 ans après 1995 qu'il aurait dû le faire. Comme il ne l'a pas fait à ce moment-là, comme la sanction est en train de venir, il est clair qu'il ne le fera pas après. Ou plus exactement, je ne parle pas de lui car je ne le mets pas en cause, il sera président de la République. Mais une nouvelle majorité de droite ne le ferait pas. Le changement ne peut venir que d'un changement de majorité, c'est-à-dire de la venue aux responsabilités à l'Assemblée nationale, dans un nouvel équilibre des pouvoirs, d'une majorité pluraliste de gauche et écologiste. Alors il y a une conséquence quand même du premier tour, c'est le départ annoncé et pratiquement de fait d'Alain Juppé. Et Alain Juppé s'en va parce qu'on dit que dans sa majorité, il était un obstacle à la victoire. Alors c'est un handicap pour vous, le départ d'Alain Juppé? Vous vous rendez compte que nous sommes en train de manger mon temps? Non, vous aurez le temps, vous aurez le temps. Non, j'aurai le temps, j'aurai pas plus des 10 minutes qui me sont consacrées légitimement. Alors, est-ce que est-ce que c'est pénalisant? Mais l'épicentre de la campagne, quand même. D'un mot. Oui. Non, c'est pas l'épicentre, ce sont les épiphénomènes. C'est une conséquence du premier tour, monsieur Arlette Chabot, vous tirez les conséquences du premier tour que vous voulez. J'ai entendu le président de la République n'a même pas évoqué les scores du premier tour. Il n'a même pas analysé le premier tour. Et comme je l'ai dit, il a pris un choix pour un message. Je pense que ce choix est en train de se faire et que les Français ne vont pas démentir au deuxième tour ce qu'ils ont indiqué au premier. Ils font simplement une élection à 2 tours. Donc pas d'impact de l'intervention du président. Je ne peux pas terminer en parlant d'une part de l'intervention du président, je viens de m'exprimer en répondant à vos questions, et d'autre part de la signification du départ d'Alain Juppé, parce qu'il s'il faut aussi commenter ceux qui ne sont plus directement dans le jeu, ça devient quand même extraordinairement virtuel. Et donc je voudrais dire qu'à mon sens, les changements vont se faire autour de 3 grandes orientations, et c'est ces orientations que nous redonnons dans le deuxième tour, en cohérence avec nos propositions, c'est donner de l'essor à l'économie, pas cette force qui s'en va, cette énergie qui s'en va, de l'essor à l'économie, avec la priorité à l'emploi. C'est deuxièmement, rendre de la vertu à la politique. Et moi, je prends un engagement solennel que je crois être en mesure de prendre, que cette vertu de prendre et de tenir, que cette vertu, nous allons la restaurer dans la vie publique en France qui en a besoin. Et c'est troisièmement, s'intéresser enfin vraiment aux problèmes que les Françaises et les Français vivent dans leur vie quotidienne. C'est autour de ces 3 grandes orientations, ces 3 grandes propositions de changement que je veux finir avec tous nos candidats, bien sûr, la campagne du deuxième tour. Et c'est sur ces choix qu'il faut que le débat reste centré. Lionel Jospin, une question qui va se poser tout de même. Vous êtes maintenant sur une perspective de victoire, vous l'imaginez, vous la voulez, vous l'espérez. Il va se poser le problème de la cohabitation. Ça, c'est pas un problème virtuel. Alors, pour beaucoup de Français, c'est souvent considéré comme intenable. Pour beaucoup d'hommes politiques qui l'ont pratiqué, ils la trouvent très très difficile. Et vous, ça ne va pas être 1 an et demi en attendant une élection, mais 5 ans. Gagnons du temps sur cette question. Les hommes politiques disent que c'est intenable quand ils n'en veulent pas et que c'est tenable quand ils la désirent, c'est-à-dire généralement quand ils viennent de l'opposition pour arriver vers le pouvoir. Donc je ne vais pas, moi, me livrer à un exercice convenu. Je pense tout simplement que les Français sont en train de dire que avec la politique de la droite, ils n'ont pas d'espérance, en tout cas pour le plus grand nombre d'entre eux, ils n'ont pas d'espérance que leur vie change. Et donc ils sont en train de prendre une décision. À partir du moment où ils prennent ces décisions, les commentaires des politiques sur la cohabitation n'ont pas d'intérêt véritable, car le peuple est souverain et s'il décide de donner une nouvelle majorité à la France, je pense qu'il doit le faire, je lui propose de le faire, et je pense qu'il va sans doute, ou qu'il va peut-être le faire. Bien, ensuite, c'est aux responsables politiques, dans le respect de la Constitution, de vivre la situation nouvelle. Oui, on aimerait bien la gauche, mais en même temps, une cohabitation de 5 ans, ça ne marchera pas, ça va paralyser le pouvoir. Je ne le crois pas. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer que nous avons fait l'expérience de cohabitation brève. Oui. Dans ces cohabitations brèves, le président et le Premier ministre, ou le gouvernement, ne pensaient qu'à la confrontation qui allait venir. Dans une cohabitation longue,
Chacun, s'il a la responsabilité, le sens de l'État et le sens de l'intérêt général, doit penser que nous sommes dans une période longue et qu'on doit tout simplement laisser le gouvernement gouverner, lequel gouvernement doit savoir respecter le président de la République. Vous êtes en train de nous dire que 5 ans c'est mieux que 2 ans ou 1 an? Mais je suis en train de dire que 5 ans, c'est la durée normale d'une législature. C'est pas parce que Jacques Chirac l'a ramené à 4 ans que c'est devenu le cas. Ou alors, raccourcissons les mandats, c'est une de nos propositions. On peut aussi le faire pour le président de la République. Puisque vous aimez le vif du sujet, Monsieur Jospin, pardon. Oui. Quels sont, en cas de victoire, d'abord, c'est vous qui êtes Premier ministre si la gauche l'emporte? Vous savez très bien que je n'aborde pas cette question parce que le ballet qui se fait aujourd'hui autour du poste quasi vacant d'Alain Juppé, quelque chose d'un peu étrange et d'un peu drôle si on aime cette forme d'humour. Et moi, je n'aborde pas cette question. C'est la prérogative du président de la République que de tirer les leçons de l'élection législative. S'il y a une nouvelle majorité, il choisira un Premier ministre dans cette nouvelle majorité et dans la force principale. C'est la tradition parlementaire, mais je m'arrête là. Bien. Alors, première mesure concrète s'il y a victoire de la gauche. Première mesure concrète, puisque vous voulez être concret ce soir. Je ne parle pas des 40 jours de M. Juppé, je parle première mesure concrète. D'un gouvernement de gauche. Ça intéresse les électeurs de savoir quelles sont les premières mesures auxquelles vous pensez immédiatement, qui changent la nature des choses. Oui, elles seront d'ordre différent et elles devront indiquer la démarche. Parce que ce qui me préoccupe, ce n'est pas les 40 jours, c'est la réussite sur une période longue, enfin la période normale d'une législature. Et elles seront dans plusieurs ordres. Elles seront d'ordre économique, bien évidemment. Elles seront liées au rendez-vous européen, ça c'est évident. Il y en aura qui seront dans les quelques dizaines de jours qui suivront. Elles seront liées à la conférence salariale sur la question de l'emploi, des salaires et de la diminution du temps de travail. Et puis nous engagerons tout de suite les... Oui, puisque vous ne voulez pas parler du poste de Premier ministre. Oui. Bon. Bien compris. Freud a le droit de faire ses apparitions dans une campagne sans qu'on s'émeuve. Bien. Et il a marqué le siècle. Très bien. Nous engageons donc, tout en poursuivant, des changements immédiats pour ce qui touche l'indépendance de la justice, en respectant le travail de la commission Truche, qui remettra son rapport. Mais dans le cumul des mandats, toutes ces orientations qui témoigneront d'un retour à l'esprit de la République seront pour moi essentielles. Parce que pour les Français aussi, elles sont essentielles. Alors, on a dit que ces dernières semaines, vous deveniez plus prudent, notamment en ce qui concerne les hausses de salaire. Est-ce que vous corrigez petit à petit le programme initial du Parti socialiste? Non, en aucun cas, dans la mesure où j'ai dit toujours dans cette campagne que, tirant les leçons du passé, de l'idée que si on faisait des réformes trop vite, trop fortes, ou des augmentations trop fortes, on pouvait très bien se retrouver derrière avec un tournant de la rigueur, qu'il fallait donc au contraire inscrire les mouvements, les réformes, les évolutions, notamment pour la progression du pouvoir d'achat, qui me paraît, moi, essentielle pour la croissance, ou la question des retraites, par exemple, pour les petites retraites. Eh bien, nous le ferons progressivement. Et donc, je crois au contraire que c'est dans une démarche, je dirais, progressive et maîtrisée que nous ferons les choses. Et donc, Ce soir, on entend encore le responsable de la majorité comme M. Balladur disent avec les socialistes, c'est plus de dépenses, c'est plus de déficit. Qu'est-ce que vous dites à ça? C'est plus d'impôts. M. Balladur est celui qui a creusé le déficit budgétaire en France pendant les 2 années où il a été là. C'est très clair. Quant à Alain Juppé, prolongeant d'ailleurs l'action d'Édouard Balladur, il a mené les prélèvements obligatoires au record. Pas plus de dépenses publiques. Pas plus de dépenses publiques, pas plus de prélèvements obligatoires. Une répartition différente des dépenses publiques, notamment en priorité vers l'emploi. Les baisses d'impôts. Et quand les baisses d'impôts, nous ne ferons pas les mêmes en tout état de cause. Vous ne continuerez pas le mouvement amorcé. Nous tiendrons compte de l'état des finances publiques. Nous ne le connaissons pas de façon exacte actuellement, ni pour les dépenses publiques de l'État, ni pour les comptes de la sécurité sociale. Donc nous ferons cet audit dont j'ai parlé très rapidement, mais il faudra qu'on soit au clair sur les chiffres et qu'on les présente aux Français. Ensuite, si nous amorçons une démarche de baisse d'impôts qui ne pourra pas sans doute se produire immédiatement, en tout cas on verra l'état des finances publiques, vous n'y renoncez pas. Nous passerons davantage par les impôts indirects, notamment par la TVA, parce que cet impôt nous paraît plus injuste que l'impôt sur le revenu, qui lui est un impôt progressif. On arrive pratiquement au terme des 10 minutes, Monsieur Jospin.
Très rapidement, donc sur la campagne, je reviens. Tous contre la FN, contre le Front National au second tour. Si par exemple vous aviez, vous, à voter entre un RPR-UDF et un Front National, vous n'hésiteriez pas, vous votez majorité sortante? Mais notre politique est claire, elle est une politique de barrage. Nous venons de le montrer très précisément, nous, à Dreux, en retirant notre candidate. Vous l'avez dit, oui, absolument, c'est notamment pourquoi je m'y réfère. Dans les triangulaires, à partir du moment où le candidat socialiste, je ne parle que pour cela, hein, aujourd'hui je ne peux pas parler pour les communistes et les autres, à partir du moment où le candidat socialiste a un potentiel de voix de gauche de deuxième tour supérieur à la fois à la droite et à l'extrême droite, naturellement il reste dans la triangulaire, et dans les duels, il va gagner. Et dans les duels Dans les duels, ça on va l'apprécier politiquement, nous avons mis en place une commission pour le faire, mais le principe c'est le barrage. Et tout à fait dernière chose, vos adversaires vous accusent d'avoir des obligations vis-à-vis du Parti communiste, de nouvelles obligations vis-à-vis des Verts. Quelles sont les obligations du Parti socialiste? Avoir des ministres communistes ou vous avez toute liberté de manœuvre? L'avantage avec nous, c'est que les choses ont été faites ouvertement, puisque nous avons signé un accord électoral avec le Parti communiste, il a été diffusé, vous en avez parlé, tout le monde le connaît, il peut se le procurer. Même chose avec les Verts. La nouvelle majorité sera pluraliste. Le nouveau gouvernement de cette nouvelle majorité, par hypothèse, serait également pluraliste. Quant à un gouvernement qui devrait se faire, qui que soit celui qui aurait donc à le faire, eh bien, à partir du moment où ce travail préalable a été fait, où nous avons discuté, cela ne prendrait pas plus de temps, ni ne serait plus difficile que quand le RPR ou l'UDF forment ensemble un gouvernement. Donc je ne vois pas véritablement de problème. Il n'y a ni exclusion, ni veto. Il y a le respect du pluralisme et la cohérence gouvernementale sur une seule orientation politique. Monsieur Jospin, je vous remercie. Je propose encore d'écouter maintenant la réaction donc du secrétaire national du Parti communiste après la déclaration de Jacques Chirac, monsieur Robert Rue. Le président de la République a affirmé aux Français qu'il avait entendu leurs messages, mais on peut se demander s'il les a seulement écoutés, tant ce qu'il dit est à 1000 lieues de ce qu'ont exprimé nos concitoyens dimanche dernier. Jacques Chirac reprend le même refrain qui a tant choqué les Français avant le premier tour. Il affirme que grâce à la politique de la droite, les choses ont été remises en ordre en France. Ce n'est tout simplement pas crédible. Le président de la République, devenu chef de campagne de la droite, après l'éviction d'Alain Juppé, s'est efforcé ce soir de dire aux électeurs de sa majorité ce qu'ils souhaitaient entendre. Mais comment pourraient-ils le croire? Ils l'ont entendu prodiguer tant de promesses électorales qui n'ont pas été tenues. Ce sont précisément ces comportements-là que les Français rejettent avec de plus en plus de force. Les Français souhaitent un vrai changement, changement de politique, changement de la façon de gouverner. Nous faisons tout pour que la gauche réponde bien à leurs attentes. C'est tout le sens de ce que nous faisons pour le second tour de l'élection législative. Voilà donc pour la politique et ce second tour de l'élection législative, les autres grands titres de l'actualité maintenant. À commencer par les alliés de l'OTAN et le président russe Boris Eltsine qui se serre la main en présence de Jacques Chirac et du président américain Bill Clinton. C'était ce matin à Paris, la signature d'un accord historique de coopération avec l'ancien ennemi de la guerre froide. Boris Eltsine s'est finalement résigné à cet accord que contraint par la situation économique de son pays, qui est catastrophique. Les Russes, d'une manière générale, acceptent mal que d'anciens pays satellites se rapprochent de l'Alliance Atlantique. L'opinion publique russe y est défavorable dans sa majorité, d'autant que le président russe a ajouté aujourd'hui qu'il s'engageait à démanteler un bon nombre de ses missiles nucléaires. Mais la Russie d'aujourd'hui a beaucoup de mal à entretenir ce gigantesque arsenal. Reportage Dominique Derda, Éric Messi. Ce ne sont que des manœuvres, un exercice, histoire de s'assurer qu'en cas d'agression extérieure, les forces stratégiques russes soient toujours opérationnelles. Les hommes, le matériel, prêts à servir, sans défaillance. Ce missile, un SS-25 dernier modèle, capable en une vingtaine de minutes d'atteindre la côte est des États-Unis. Dans son ogive, une charge plusieurs centaines de fois supérieure à celle qui détruisit Hiroshima. À 400 km au nord de Moscou, la base de Balagoï est l'un des maillons essentiels de la force de dissuasion nucléaire russe. Les officiers qui, comme le lieutenant-colonel Kuplouchine et le lieutenant Bikeyev, pendant 3 jours et 3 nuits d'affilée veillent dans ce bunker, n'ont jamais lancé que des missiles d'entraînement.
Le dernier, c'était au mois de novembre, il est tombé quelque part en Sibérie. Mais tous deux l'affirment sans l'ombre d'une hésitation. S'ils recevaient un jour l'ordre d'appuyer sur le bouton qui libérerait un vrai missile, ils le feraient. Son tour de garde terminé, Alexandre Kuprouchine rejoint femme et enfant dans leur petit appartement de fonction. Et quand on l'interroge sur l'élargissement à l'est de l'OTAN, il y voit, comme tant de ses compatriotes, la poursuite de la guerre froide. Le monde impérialiste, avec à sa tête les États-Unis d'Amérique, progresse rapidement vers l'Est. Et pour parvenir à ses fins, il tente de gagner la sympathie de nos anciens pays frères. La chanson date d'une époque où la course aux armements dévorait le plus gros du budget de l'Union soviétique. Désormais, pour nourrir ses soldats, la division de Balagoï doit élever ses propres cochons. Les caisses de l'État sont vides, la solde tombe avec 3 ou 4 mois de retard. Pourtant, et même s'il ne gagne que 1500 francs par mois, le lieutenant Sergueï Bikeyev, grand amateur de hard rock, n'envisage pas pour autant de rendre son uniforme. Ceux qui croient que nos bases de missiles sont en ruine, que notre armée ne vaut plus rien, se trompent. Et même si c'est vrai ici ou là, il reste toujours les hommes. Ceux qui s'étaient engagés juste pour gagner de l'argent sont partis. Ceux qui restent, les officiers comme nous, sont de véritables patriotes. Des patriotes chaussés de bottes éculées, mais qui, quels que soient les discours et les accords de bon voisinage, marchent toujours d'un seul pas, à l'ombre de leurs missiles. Retour en France avec un drame à Gassin dans le Var. Un retraité de 64 ans qui dimanche dernier avait déjà abattu 3 personnes de sa famille et avait pris la fuite ensuite, a tué ce matin un gendarme et en a blessé un autre avant de se suicider avec son fusil de chasse. Non-lieu rendu par le juge d'instruction chargé du dossier de la grotte de Monterolier en Seine-Maritime où 9 personnes n'avaient trouvé la mort. C'était en juin 1995 dans cette affaire. Mathieu Huchet, Philippe Deslandes. On a perdu les nôtres. Colette a perdu son fils, sapeur-pompier. Monique, ses 2 enfants et son mari. Dans ces galeries, 3 adolescents et 6 adultes partis à leur recherche ont péri intoxiqués. C'était le 21 juin 1995. 2 ans plus tard, le juge d'instruction vient de rendre un non-lieu. Pour la justice, un feu allumé par les enfants est à l'origine du drame. Une thèse qui n'a jamais convaincu les familles. Quand on voit la grandeur de la grotte, vous savez, c'est long, c'est immense. Pour moi, c'est pas possible, c'est pas un petit feu qui a pu dégager tant de gaz. Plutôt des grenades, des restes. Des restes de guerre. Car cette grotte date de la Seconde Guerre mondiale, aménagée par les Allemands pour stocker des munitions. L'année dernière, le juge ordonnait des expertises. 3 ont retenu l'hypothèse du feu, mais pour le 4e expert, le drame s'explique en partie par des émanations de gaz de combat. Je rappelle que l'armée a été propriétaire de la grotte jusqu'en 1986. Bon. Il faut se rappeler aussi que juste après le drame, l'armée a investi la grotte pendant 5 jours. Ça n'apparaît même pas dans le rapport de non-lieu du juge. On a voulu cacher des choses pour vous. On a le droit de penser que l'armée est venue nettoyer, ramener des affaires peut-être qu'ils avaient oubliées et puis le soustraire à la vue de tout le monde. Les familles ont décidé de faire appel. Pour eux, la grotte n'a pas livré tous ses secrets. Au procès des comptes de l'OM à Marseille qui se poursuit, Bernard Tapie a été dispensé d'assister aux dernières audiences pour raison de santé. On est en effet entré dans les détails techniques qui précèdent les plaidoiries des parties civiles et de la défense. Après le verdict du procès de la Josassine empoisonnée, 20 ans de prison pour Jean-Marc Deperroy, sa famille a décidé de ne pas accepter ce jugement et vient de créer un comité de soutien. Reportage Vincent de Guyenne, Yann Jiquel. Des lettres par dizaines. Ce matin, les parents de Jean-Marc Deperroy ont reçu de toute la France des mots qui réconfortent. Des mots comme cela. Le verdict est tombé. Abominable et inadmissible. Je suis profondément écœuré et comprends votre calvaire. Ce petit mot n'est pas grand-chose, mais j'espère qu'additionné à tous les autres messages de sympathie, il vous aidera à vous battre. Mon courage, bien sincère.
Après l'annonce du verdict, 20 ans de prison, toute la famille avait promis qu'elle n'en resterait pas là, qu'on créerait un comité de soutien. Depuis, le téléphone ne cesse de sonner chez les deux Pérois. Nous tenons absolument à vous aider car ce procès nous a paru complètement inique. Voilà, au revoir. En tant qu'ancien juré, je n'admets pas ce qui se passe et je ne suis pas très fière de notre justice française. Soyez courageux, messieurs, dames. La justice montrée du doigt par des centaines de Français qui croient Jean-Marc de Pérois innocent. La première d'entre eux, sa femme, qui réclame la cassation du verdict et met en cause l'influence du président et des magistrats sur le jury populaire. Tous les anciens jurés le disent. Il y a un point important de la cour dans les décisions. J'ai une de mes voisines qui m'a dit « J'ai été juré, on fait des tours de table et quand ça convient pas, on refait le tour de table. On refait le tour de table. » C'est ça la justice. Sylvie Tocqueville, l'ancienne maîtresse de Jean-Marc, est aussi convaincue de son innocence. En tant que secrétaire de mairie, elle reçoit aussi des lettres destinées à sa famille. Celle-ci, je vous invite à lui remettre, c'était adressé au comité de soutien. Elle ne s'engagera pas personnellement dans le comité, sa position est délicate. La famille de Pérois, elle, s'en remet maintenant au projet de réforme de la loi qui permettrait aux condamnés d'assises de faire appel. La police et la gendarmerie ont lancé aujourd'hui un vaste coup de filet dans les milieux pédophiles. 88 interpellations dans 47 départements en France. C'est l'arrestation d'un revendeur qui a déclenché l'opération. Les cassettes se revendaient par l'intermédiaire du Minitel. Les gendarmes qui ont repris l'enquête sur la disparition de la petite Marion à Agen en novembre dernier avaient décidé aujourd'hui d'inspecter puis de vider sur une longueur de 14 km le canal du Midi, vérification qui pour l'instant n'a rien donné. Devant le succès grandissant des téléphones portables, 7% des Français en seront équipés avant la fin de cette année. La couverture du territoire français nécessite l'installation de milliers d'antennes, ce qui pose un problème au niveau de l'environnement et surtout du paysage. Exemple, dans le parc régional du Vexin, au nord-ouest de l'Île-de-France. Reportage Valérie Gaget, Jean-François Renaud. Sur le territoire du parc naturel du Vexin, il y a déjà ces lignes électriques, balafres sur un vert paysage. Mais récemment, une nouvelle menace est apparue, celle de voir pousser un peu partout ce genre de pylônes. Hauts d'environ 40 mètres et couplés à une imposante armoire technique, ils servent de support aux antennes des réseaux de téléphonie mobile. Marc Giroux, maire de Vallengoujard, au cœur du Vexin, n'a rien contre le portable. Directeur du SAMU, il l'utilise même quotidiennement. Mais il a pensé que les 94 communes que compte le parc devaient fixer des règles concernant l'implantation des nouvelles antennes pour protéger l'environnement et résister aux pressions des 3 grands opérateurs français qui cherchent par tous les moyens à multiplier leurs relais. La pression est très forte pour les communes. Les opérateurs proposent des redevances qui peuvent être de 10, 20, 30, 50 000 francs. 50 000 francs, c'est pour une petite commune 5% des impôts locaux. Comment résister à 5% des impôts locaux? Il y a quelque chose d'indécent à vendre le paysage. Une directive vient donc d'être adoptée qui prévoit qu'aucun pylône ne pourra être implanté sur les 60 000 hectares du parc. Pour installer discrètement leurs antennes, les opérateurs devront utiliser des points hauts existants déjà, comme les clochers des églises, les silos ou encore comme ici à Ablège, les châteaux d'eau. Une contrainte que les opérateurs disent accepter volontiers. C'est une solution qui est plus chère que la solution traditionnelle d'implantation sur un bâtiment, puisque le pylône en lui-même coûte plusieurs centaines de milliers de francs. Les responsables du parc du Vexin espèrent que leur réglementation fera jurisprudence, au moins pour l'ensemble des parcs naturels régionaux français qui couvrent 10% du territoire. En sport, le meilleur joueur de football du moment, le Brésilien Ronaldo, ne changera pas de club. Il a re-signé jusqu'en 2006 au FC Barcelone. Deuxième journée des internationaux de tennis de Roland-Garros. Qualification d'Arnaud Budge, d'Olivier Delettre, Nathalie Tauziat. Qualification également de la numéro 1 mondiale, Martina Hingis. Du Chilien Rios et Michael Chang. À noter l'élimination de Jim Courier et du Croate Goran Ivanisevic. François Brabant, Maryse Richard. La peur, la tension, le stress et la pression, lui, il connaît. Alors ce genre de points, normalement avec Courier, ça doit pas faire un pli. Et puis c'est à cause de ce genre de choses qu'un ancien vainqueur de Roland-Garros passe à la trappe. Avec son air de sortir à peine de son lit, c'est plutôt Magnus Larsson qui nous avait habitués à ces gaffes-là. Mais aujourd'hui, pas de ça, Larsson s'impose en 5-7.
Ça n'a pas l'air de l'émouvoir plus que ça, le Suédois, d'avoir expédié courrier d'entrée. D'ailleurs, à Roland-Garros, on fait rarement de sentiments. Prenez Marcelo Rios, là-bas, au fond du court. Au 5e set, il a fini par envoyer promener le Zimbabwéen Black, modeste 250e mondial. Et envoyer promener, c'est pas une façon de parler. Remarquez, Black, il s'est accroché, même sans raquette. Il était prêt à continuer. Mais Rios, il en faut plus pour l'écœurer. Bref, pour les vedettes aujourd'hui, mieux valait ne pas prendre ce premier tour par-dessus la jambe. Celle de Martina Hingis relevant d'une entorse, la numéro 1 mondiale, s'est appliquée à écourter les échanges. Du coup, elle a fait très court, 6-0, 6-2. Très court aussi, Ivanisevic, mais pour le Croate, il s'agit du tournoi. Comme Jim Courier, sur certains coups, lui aussi, a manqué d'un peu de conviction. Et comme Courier, c'est un Suédois, Magnus Gustafsson, qui en 4-7 l'a éliminé. Après Berasategui et Hedman, Ivanisevic, numéro 4, est la 3e tête de série à être d'entrée sortie. Déjà plus de 150 000 visiteurs à l'exposition, c'était Paris dans les années 50 à l'Hôtel de Ville de Paris. 1400 objets, souvenirs, documents dans les vitrines témoignent du Paris de ces années-là. Devant un tel succès, l'exposition est prolongée jusqu'à la fin du mois d'août. Reportage Gérard Dalmaz, Daniel Lefebvre. J'aime planer sur les grands boulevards. Ah, nostalgie, quand tu nous tiens. Le salon d'accueil de l'hôtel de ville de la capitale s'est transformé en salon des émotions noir et blanc. Exposition du Paris des années 50, en fait 45 à 59. Plus de 1000 témoins de l'époque prêtent aspirateurs, buvards, cocottes minutes, tickets de rationnement ou tout simplement le souvenir de leurs états d'âme. Boulevard Bonne Nouvelle, en 53, Michel et Laurent parlent mariage. Laurent est régleur en pèse-bébé. On avait la vie de tous les jeunes, on allait se baigner, on allait au cinéma, au bal, beaucoup, oui. Je fais des trous, pour Guinchet, on y va en métro, Bois ou Moleskine, Portillon et Poinçonneur. Des trous de seconde classe, des trous de première classe, je fais des trous, des petits trous. Le rêve, c'est d'avoir sa bagnole, la 4 chevaux. C'est la liberté en balade. 52, il n'y a que 500 000 voitures, on peut se garer. La voiture est inséparable de l'homme qui travaille. À côté du bitume des grands, le trottoir des enfants. Quand on a les moyens, on offre une trottinette à pédales. Quand on est d'une famille modeste, le Père Noël apporte la patinette qui use une seule semelle. J'avais 7 ans. 7 ans, sûrement qu'il me manquait des dents à l'époque. Au cinéma, une réclame fait jusqu'à 4 minutes d'une naïveté délicieuse. Le vrai Formica, c'est vraiment formidable. Je suis dans une cuisine qui est le summum du rêve, le paradis de la ménagère. Je suis assise sur une chaise en formica, près d'une table en formica et d'un buffet formica fait par la maison Formica. Ça a eu un tel succès que c'est devenu un nom commun. Comme toujours, demain, on rase gratis. Mais au kiosque, grâce aux grandes signatures, les nombreux journaux n'ont pas encore une dégaine de scandale.